je m'appelle Christian Bazano, je suis né le 12 juillet 1957 à Nice, je suis expert comptable diplômé et commissaire aux comptes de profession, et dans le cadre de mes activités en 91, j'ai rencontré notamment un architecte d'intérieur qui avait passé donc 20 années à Koweït City, à aménager, je dirais, les maisons de plusieurs princes koweïtiens. Et c'est comme cela qu'au mois de mai 91, je suis rentré en contact avec le Koweït grâce à cette personne. J'avais rencontré au préalable deux inventeurs. Un inventeur, Étienne Tillet, qui avait inventé des boulettes pour absorber les hydrocarbures. On parlait à l'époque de la marée noire du siècle, d'après les médias bien évidemment. Et Joseph Ferraillé, un inventeur qui avait inventé un système pour éteindre, bloquer et réutiliser les puits de pétrole en feu au Koweït sans utilisation de la dynamite. Oui, bon, ça, c'est disponible sur Internet. C'est disponible sur Internet, sur le site asianews.com, donc je veux dire, on ne va pas s'étendre sur la méthode d'extinction des puits de pétrole. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à toutes ces affaires? À ces affaires en tout cas? Alors moi, ce qui m'a amené, je l'ai fait, je suis expert comptable de formation, donc je suis ni technicien et tout ça, j'ai fait à moi-même mes consciences de participer à résoudre un problème écologique. Une marée noire impressionnante et 5 ans pour éteindre tous les puits de pétrole en feu, Dixit, le spécialiste Red Adair de l'époque. Il suffit de regarder la presse de l'époque. Bientôt, il fallait acheter des masques à gaz sur la Côte d'Azur parce qu'avec les vents rentrants, vu cette pollution, voilà. Donc c'était de participer donc, à régler un problème écologique. Et comment rentrer en contact avec le Koweït? Parce que je n'avais aucun rapport ni avec des services de renseignement quelconque, ni j'avais un petit cabinet, je l'ai installé à titre indépendant. Et j'ai pensé donc cette personne, architecte d'intérieur, qui avait passé 20 ans au Koweït. Et il me dit, il doit connaître du monde. Effectivement, je l'appelle, il connaissait très bien la princesse Issam Al-Saguer, dont son mari était le directeur à la Koweït. Le lendemain, son mari me contacte à mon cabinet, parlant en anglais, et mon anglais n'étant pas très brillant, je lui demande de me rappeler une demi-heure plus tard chez M. Tillet, qui était l'inventeur des bêtes, et à M. Joseph Ferraillé. J'étais content, j'ai rempli ma mission, je me demandais Joseph Ferraillé, c'est-à-dire le bête avec le Koweït. Et là, M. Issam Al-Saguer nous dit si on peut recevoir son cousin, le général Mohamed Al-Bader, qui est sur la Côte d'Azur dans une dizaine de jours. Ce qui fut fait le 14 juin 1991. À cette occasion, donc, nous avons reçu la réception du général Al-Bader avec son cousin, un dénommé Al-Dassani, ingénieur dans le pétrole de la Koweït de compagnie à Londres. Là, M. Ferraillé a eu une attitude un petit peu choquante quand il a vu cette personne. Je le saurai 5 ans plus tard qu'il avait déjà rencontré au mois de mars cette personne avec d'autres intermédiaires et le conseil de l'émir le 2 mai 1991 sur Paris. Bon, la réunion s'est très bien passée, à part que M. Al-Dassani a dit, écoutez, on a la solution pour les puits de pétrole, on n'a rien à faire au Koweït, vous n'avez plus rien à faire au Koweït, on a la solution, c'est dangereux, il y a des mines de partout. Alors, je n'ai pas vraiment apprécié, je dirais, la fin de cette réunion, étant donné qu'on avait travaillé pendant 10 jours pour Paris, donc la venue du général. On avait travaillé nuit et jour, on était content de participer à quelque chose, et là, de nous prendre pour des imbéciles, ça ne pouvait pas fonctionner, en tout cas pas pour moi. Donc j'ai fait un fax à M. Issam Al-Saguer en 8 points, en lui demandant que, tout étant un directeur de banque, il n'avait pas à nous traiter de la sorte. Il ne méritait pas tout le travail qu'on a fait. Il nous appelle dans la minute qui a suivi, pour nous dire non, ne tenez pas compte de ce que vous a dit M. Al-Dassani, on a besoin de vous là-bas, envoyez-nous un devis. Alors, on était contents, parce que, effectivement, le travail que nous avons fait allait porter ses fruits. Et à ce moment-là, je demande aux deux inventeurs quel est le prix que nous pouvons demander pour éteindre ces puits de pétrole. Bon, personne n'avait de réponse. Les chiffres étant un petit peu ma partie, j'ai dit, écoutez, la production annuelle du Koweït est de 45 milliards d'US dollars. Red Adair avait prévu 5 années pour tous les éteindre. Donc, 5 fois 45, ça faisait 220 milliards d'US dollars. Étant donné qu'avec le système Ferraillé, qui était une méthode révolutionnaire, 10% de ce montant-là était tout à fait raisonnable en valeur relative, et en valeur absolue, évidemment, ça faisait 22 milliards d'US dollars. Étant donné qu'il y avait, d'après les médias, je dis bien toujours, 700 puits de pétrole en feu à l'époque d'été, c'était au mois de juin 1991, et que Joseph Ferraillé, l'inventeur, n'avait pas de pilote, avait déposé ses brevets avec des numéros INPI, mais n'avait pas fait de pilote en grandeur nature, il fallait donc faire un pilote. Donc l'idée, c'était de proposer donc aux Koweïtiens de fabriquer le pilote. Le pilote, c'est le prototype. C'est le prototype. Voilà. Joseph Ferraillé était venu à mon cabinet avec une cafetière pour me montrer qu'il était évident que pour éteindre une bougie, il y avait effectivement deux façons. Soit on souffle, méthode Red Adair avec la dynamite, soit on la prive d'oxygène. Ça, je veux dire, on est en train de sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Et le deuxième système, c'est qu'il utilisait la pression du puits pour bloquer, sans détruire le puits. Donc en un quart d'heure, l'opération était terminée. Donc c'était vraiment génial, il fallait y penser, mais c'était génial. Mais il n'avait pas fait, comme tous les inventeurs, de prototype. Donc l'idée, c'était de faire le prototype. Donc on avait proposé, enfin je vous proposais dans le devis aux Koweïtiens,
de réaliser ce prototype. Eux apportaient 17,5 millions de dollars pour réaliser le prototype, le transformer, le faire en titane, et nous on apportait 17,5 millions en savoir-faire. Parce que vu que Red Adair avait prévu 5 années, on avait le temps de faire le prototype, d'aller l'essayer et de leur démontrer que ça fonctionnait. Et ensuite on faisait un prix dégressif par puits, ce qui revenait donc à 30 millions de dollars par puits. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé le devis. Ensuite, il fallait avoir des visas, parce qu'on est juste après guerre au niveau du Koweït. Le téléphone France-Koweït ne fonctionnait pas. Pourtant, c'était Alcatel qui ne fonctionnait entre guillemets pas. Donc, il y a une deuxième réunion qui est faite le 8 juillet 1991 à l'hôtel Negresco à Nice, avec le général Al-Bader, pour demander les visas des personnes qui vont se déplacer au Koweït. Donc, moi, j'étais en déplacement au Portugal à ce moment-là, donc j'ai estimé que j'avais fait mon travail de réunir tout le monde, donc j'étais représenté, j'avais demandé au fils, au gendre de la fille de ma collaboratrice, de me remplacer et d'organiser cette réception, étant donné qu'il avait l'habitude d'organiser les réceptions. C'est pour ça qu'il est venu avec nous au Koweït, c'est M. François Colonna, avec M. Étienne Tillet. Donc Mohamed Al-Bader prend la photocopie des passeports de M. François Colonna, de M. Étienne Tillet, de M. Joseph Ferraillé, et il y avait M. Aurélien Garcia, qui était le détaché à la Datar, et qui était un petit peu la personne qui aurait pu organiser avec toutes les entreprises pour réaliser le pilote. Et en fait, après, on s'est aperçu qu'il était rattaché directement au cabinet de Mme Édith Cresson, Premier ministre de l'époque. À cette réunion de la Negresco, M. Tillet arrive avec 3 litres de pétrole. Il fait une démonstration avec 3 kilos de boulettes, et en l'espace de 1 quart d'heure, les 3 litres de fuel ont été absorbés par saturation par les boulettes. Lui avait quand même des produits, pas en quantité industrielle, mais il avait réalisé en laboratoire, on le voyait de visu. On le voit à la caméra, il était passé à la télévision, sur toutes les chaînes de télévision avec la faculté des sciences de Nice. Par contre, Joseph Ferraillé avait ses plans. Donc on est tout content. On nous dit que votre départ est imminent donc pour le Koweït pour aller présenter. Donc on est quand même ravis du travail qu'on avait fait. Et le 20 juillet 91, on reçoit par fax les visas du Koweït au nom de M. Tillet, au nom de M. Colonna, au nom de M. Bazano, au nom de M. Aurélien Garcia. Et pas de Joseph Ferraillé. Le principal intéressé, c'est-à-dire l'inventeur, n'avait pas de visa. Motif, mais je n'ai pas de preuve, dit que partie parce qu'il dit en anglais, c'est qu'il a été de nationalité libanaise, et vu qu'il s'était passé suite à la guerre du Golfe, il n'avait pas eu ce visa pour cette raison. Mais je n'en ai aucun élément de preuve. Qu'est-ce qu'on a décidé quand même de partir, on a eu le voyage, donc Joseph Ferraillé est encore pour aller éventuellement assister des ingénieurs pour fabriquer le pilote pendant notre déplacement qu'il a vu pour 3 jours. Ils nous disent vos billets sont réservés. Il n'y avait que 2 familles qui desservaient à l'époque le Koweït, c'était la Lufthansa et Michel le desservant le Koweït. Il est évident que je suis à bord le matin, parce qu'on partait le 29 juillet, retirer les billets. Oui, les billets étaient bien prêts, mais il fallait payer les billets. Donc nous avons payé le billet pour le Koweït. C'était une invitation en guillemets. Donc j'ai payé comme 42 000 francs français pour M. Étienne Tillet et moi-même, et M. Colonna payant son billet. Le voyage donc a démarré. Et nous sommes on a été accueillis donc au Koweït par les frères de Mohamed Al-Bader. On a été accueillis comme vraiment des VIP, des véritables personnages. Effectivement, les Koweïtiens commençaient à rentrer au pays. On a passé les formalités de douanières et tout ça. Et ils nous ont pris nos passeports à ce moment-là. On leur a donné nos passeports. On avait confiance. En fait, ils nous donnaient nos passeports. On s'apercevra un an plus tard qu'ils ont fait le tour de la planète et qu'ils avaient le compte bancaire. Ça, sur place, on ne s'en rendait pas douté, mais on n'avait pas nos passeports. Et on était accueillis, je dirais, par des amis qu'on ne connaissait pas, mais vraiment très chaleureusement. Et là, quand on est sorti de l'aéroport, j'ai été agréablement surpris. Le ciel était bleu, les immeubles étaient tous debout. On n'avait pas l'impression qu'il y avait eu la guerre au Koweït. Première impression, il y avait que le BCO à l'hôtel américain. Dans les bureaux, il y avait les ordinateurs, les écrans qui avaient été volés. Parce que le Koweït, c'était les télévisions. Il restait encore une unité centrale, mais rien n'était saccagé. Donc, il n'y avait pas qu'il y a eu effectivement quelques. Vraiment, d'ailleurs j'ai réalisé un film, j'ai fait quelques photos. Mais qu'est-ce qui nous ramène à l'affaire pétrole? Alors, qu'est-ce qui nous ramène? Quel est le lien? Le lien entre l'affaire pétrole et nourriture. Bon, ça c'était mon déplacement au Koweït. Bon, après on en reparlera éventuellement, notamment sur ce que j'ai fait. Qui revient dans le cas de pétrole en 1995, on se retrouve à Genève dans l'étude d'un notaire du maître Botu, en disant nous avons retrouvé par des détectives anciens de la DST, un dénommé Daniel Bavasseur, il y avait un Koweïtien Al-Sabah, le prénom malheureusement je ne me rappelle pas, qui était là, et donc ils avaient retrouvé un montant total de 23 milliards d'US dollars, donc qui correspondait grosso modo au devis. Et ça était attribué aux 9 personnes. Alors les 6 personnes étaient qui? Christian Bazano, pour 8 milliards et demi de dollars, Étienne Tillet pour 5 milliards, Colonna pour 3 milliards 7. Et Colonna comment? C'est François Colonna Césari Delarga.
Donc il n'est pas, je dirais, peut-être cousin, mais c'est pas lié au colonna de l'affaire que vous avez entendu parler. Hein. Moi, je voulais juste son prénom, c'est Voilà. Donc, ensuite, il y avait 3 autres personnes, qui étaient M. Fouad Obèche. Monsieur Fouad Obèche. C'était des Libanais. Hein. M. Gebran. Fouad Obèche. Comment Fouad Voilà, Obèche. Fouad Obèche. Pardon, excusez la prononciation. Victor Gebran. Victor Gebran, c'est un Libanais. Oui, c'est des 3 Libanais. Il y a un Koweïtien. Je vous ai dit, Fouad Obèche et Victor Gebran. Et l'autre J'ai le nom. Fouad Obèche, c'est exact. Serge Rebourg. Serge Rebourg. 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 R-E-B-O-U-R-G. Non, pas de G. Pas de R-E-B-O-U-R. Voilà. Donc, ces personnes-là avaient rencontré Joseph Ferraillé début mars 91. Et donc, ces personnes-là avaient présenté Al-Hassani. Vous vous rappelez que je vous avais parlé d'Al-Hassani avec le cousin d'Al-Qader. Et ils avaient proposé à Joseph Ferraillé à ce moment-là, je pense, un contrat avec une commission de X, je suppose. Et ils avaient rencontré le 2 mai 91, donc 20 jours avant que Joseph Ferraillé prenne contact avec moi, à Paris, le Ezat Jafar, qui était... Azad Jafar. Comment vous dites Ezat Jafar, voilà. tu as dit Ezat Jafar, c'était le conseiller, d'après ce que dit Azad Jafar. de l'émir du Koweït. Ah. Une personne âgée. Ok. Voilà. Donc, à cette réunion donc, de Genève, ils voulaient donc nous ont fait faire des conventions de cession de droits litigieux, parce que Joseph Ferraillé n'avait pas un seul dollar sur ses comptes. Donc, avec des sociétés offshore, bon, moi j'avais mon avocat, je ne voulais pas signer parce que j'avais dit que je ne signerais qu'à condition qu'on me montre les documents originaux. Et arrive l'épisode des lettres d'instruction bancaire. Et là, on me présente cette d'instruction bancaire à mon nom, et on me demande de signer Christian Bazano, donne pouvoir à Maître Marc Parreur, avocat à Zurich, d'effectuer des 50 en banque, dont vous aurez le détail, vous avez le détail, au compte de la société offshore Everton Entreprise Limited aux îles Caïmans. Bon. Alors j'ai dit, messieurs, pour signer une instruction bancaire, il faut encore que j'ai ouvert un compte, que j'ai mon carton de signature, et que jusqu'à preuve du contraire, pendant tout notre déplacement au Koweït, nous n'avons signé aucun document, et je n'ai pas ouvert un seul compte en banque. Donc dans ces conditions-là, je ne peux pas donner pouvoir à quiconque, parce que comment dirais-je, je serais complice d'une escroquerie ou d'un blanchiment quelconque. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne démontrait pas l'origine des fonds sur les comptes avec un compte avec ma signature. J'ai demandé à que le banquier vienne à l'étude du notaire. On m'a répondu qu'un banquier suisse ne se déplaçait pas. J'ai dit que pour un montant pareil, je pense que le banquier peut faire ce que je veux. Mais étant, je les sentais relativement nerveux parce que tout le monde avait signé, les 5 autres avaient signé, les autres banquiers, ça veut dire que l'argent était parti, entre guillemets, parce que c'est électroniquement parlant. Et pour éviter un drame, un clash, que je me retrouve comme à part pour les poissons du lac Clément, j'ai fait un papier à la main où j'ai dit que je ne m'opposais pas du tout au règlement de cette affaire, qui a priori, vu que les trafics de faits existaient bien réellement, mais que j'accompagnerais l'avocat Maître Bouvareur et que je signerais personnellement les virements de mes comptes après avoir vu les ouvertures de compte, et que je ne les avais donné qu'une signature. Voilà. Donc ils étaient contents parce qu'ils avaient vu que je ne m'opposais pas, je suis quelqu'un à m'opposer, mais je n'ai pas fait n'importe quoi pour tous les milliards de la Terre. Donc, M. Colonna François n'était pas là parce qu'il était en déplacement le 16 novembre 1995. Lui est monté le 23 novembre 1995, la semaine suivante. Et je lui ai dit qu'il a fait de signer. Bon, lui a signé. Il a signé les lettres d'instruction bancaire. Moi, je devais monter le 24. Et mon avocat était engagé, donc je suis monté. Parce que moi, il ne m'avait pas donné, j'avais demandé copie de toutes les conventions. J'avais les copies de toutes les conventions, mais je n'avais pas la copie de mes 5 lettres d'instruction bancaire parce que je ne les avais pas signées. Donc, je suis remonté à Genève. J'ai réussi à avoir une copie par une subtilation parce qu'il y avait le photocopieur dans la salle de réunion. Et là, j'ai vu qu'on avait vraiment imbécile, mais bon, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire avec moi. Même si je le suis, il ne faut pas me prendre un imbécile. Donc, en descendant de Genève, je suis allé au quai de Nice et j'ai déposé plainte contre les notaires, les avocats, les banques, les revendeurs et toutes les personnes qui avaient organisé, je dirais, ce montage pour usurpation, anti-usurpation de mon nom et blanchiment. Et malheureusement, je croyais en la justice, et le fait d'avoir fait ce dépôt par quai de Nice va engendrer mes galères. Mais dépendamment de ça, je vais sur le chemin de croix, entre guillemets, où j'ai rencontré des gens formidables, des voyous, et ça, j'ai découvert tous les gens que j'ai rencontrés. Mais ça a permis Après, je n'ai pas rencontré, j'ai porté plainte, j'ai rencontré un notaire qui connaissait M. Daniel Levasseur, et par le hasard, je suis dans ce dossier, et on s'est retrouvé invité jour et demi au Royal Trust à Toronto. Et là, j'ai compris comment ils avaient monté toute l'opération par un jeu de banque, d'écriture bancaire, en utilisant les comptes de transactions des banques. Alors, pour en revenir à l'histoire pétrole contre nourriture, il faut savoir que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni au mois de septembre 2000. Le ministre du pétrole koweïtien de 2000, le nom, je peux vous le dire, parce que c'est un élément important, par contre, M. Lionel Jospin, le 13 septembre 2000.
j'ai pas le nom, excusez-moi, on pourra le retrouver. Le 13 septembre, le ministre du pétrole koweïtien contre à Matignon le Premier ministre français, Lionel Jospin, qui est membre du groupe Bilderberg, pour lui dire que le Koweït réclame une indemnisation de 22 milliards de dollars. Pour le coup, supplémentaire engendré par l'utilisation de la méthode révolutionnaire française, le brevet Joseph Ferrailly, pour être bloqué et réutiliser les puits de pétrole en 1991. Parce qu'il faut savoir que le Koweït, le 30 juillet 1993, par l'intermédiaire de Koweït Oil, qui est une compagnie d'État, avec une entreprise d'État, avait déposé une demande d'indemnisation auprès des Nations Unies pour 921 871 000 dollars. Et tout d'un coup, en 2000, elle réclame 22 milliards de dollars. Surprenant. Et que se passe-t-il? Et comme par hasard, le 27 septembre, lors de la 37e session du Conseil d'administration de la Commission d'indemnisation des Nations Unies, sur proposition de la France, 15,9 milliards d'US dollars ont été consentis à une compagnie pétrolière koweïtienne, Koweït Oil Company, et le Conseil de sécurité a accepté de réduire 30% à 25% le taux de prélèvement qui seront effectués à l'avenir sur le revenu de l'État pour indemniser le Koweït. Alors, si on analyse un petit peu la liste des comptes, on s'aperçoit que les 15,9 milliards d'US dollars correspondent à peu près aux 5 ayants droit économique qui ont signé les ordres de virement chez Maître Moutu. Donc, ça allait à 22 milliards de dollars parce que je n'ai pas signé. Alors, ce qui les dérange aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a eu un accord secret, je dis bien je pense, parce que je n'ai pas la certitude, on pourra le vérifier, que les Américains ont signé avec la famille royale du Koweït un accord pour que le Koweït récupère ses 22 milliards. C'est-à-dire les 15,9 qu'ils ont déjà récupérés, plus mes 8 milliards. Ce qui les gêne aujourd'hui profondément, que le nom de Christian Bazanou, il est sur les écrans. Et quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas effacer. Et ça, sur quels écrans? Sur les écrans informatiques des banques, ce qu'ils appellent quand on va derrière les écrans. C'est la technique, on n'y a pas accès. Sur les écrans, il y a le nom de... Parce que les comptes qu'ils ont utilisés, ce ne sont pas de comptes clients lambda, ce sont les comptes de transaction. C'est-à-dire c'est les comptes de transit des milliards de dollars dans la journée, comme un train. Et seulement, ils ont mis une gare qui s'appelle Bazano, ils avaient mis une gare qui s'appelle Colonna, mais la gare qui s'appelle Colonna, le train est parti, donc ils sont plus... Mais moi, le train est resté en gare, je ne pas reparti. Et ça, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, il y a une société... Jusqu'à maintenant, le train est en gare? Oui, mais les fonds... Jusqu'à maintenant, le nom Bazano est affiché dans les écrans? Moi, j'ai pas fait, donc, mais il y a des personnes qui vont avoir accès, notamment au travers de l'ONU, parce que chaque dollar appartient à la Federal Reserve Bank américaine. Donc, ils savent exactement à qui appartient le dollar, à qui ils appartiennent en tant qu'ayant droit économique et propriétaire, parce qu'on est à deux niveaux. Donc, quelqu'un qui fait une demande officielle à l'ONU, pas un juge d'instruction corrompu, on va lui donner accès aux écrans. D'ailleurs, il y a la société SB Holding, qui est une société d'audit, qui avait enquêté sur mes comptes en 99. Et c'est quand même intéressant, je vais lire la conclusion de ce rapport, c'est quand même intéressant, que divers organismes bancaires ont travaillé directement avec le nom de M. Bazano pour la réception et le transfert des fonds. Que des organismes financiers ou bancaires ont simplement servi de relais dans l'utilisation du nom de M. Bazano pour l'ouverture de comptes, mais que souvent ces comptes n'ont servi que pour une seule transaction et qu'ils restent à ce jour malgré tout ouverts. La plupart de ces comptes sont organisés à plusieurs tiroirs, avec un compte principal qui réceptionne les virements, mais qui exécute immédiatement la répartition, qui se fait automatiquement sur des comptes secondaires sous le même numéro, avec des lettres ou des chiffres B, C, D. De ce fait, la transaction semble être moins importante. Alors, le maître d'œuvre de cette opération, c'est qui? C'est BNP Paribas. Les fonds, d'après, j'ai pas d'éléments, je dirais, de preuve. Et c'est tout le problème parce que tout c'est fait par des codes électroniques. Le Canada, qui m'a reçu pendant 4 jours et demi, on veut voir le client, est resté ouvert. Le Canada m'a fait une lettre en disant, monsieur, si vous avez des éléments complémentaires, nous sommes ouverts. Mais a refusé de mettre le numéro de compte sur le courrier. Donc pour quelque chose qui n'existe pas, l'UBS, dans lequel j'ai été reçu le 31 janvier 2005, le directeur est sorti. L'UBS, c'est l'USB? Non, enfin, c'est l'Union des banques suisses. Ouais, l'Union des banques suisses. L'Union des banques suisses. Hein. United Bank of Switzerland, parce qu'ils ont changé, parce qu'ils ont absorbé la SBS, et ils sont restés UBS, vous appelez L'Union des banques suisses, United Bank of Switzerland, réellement. Et donc le directeur, M. Barboni, est sorti de ses gonds quand je voulais aller retirer mes fonds. Là, il y avait 384 millions de dollars, parce qu'il a dit, M. Bazanou, ce compte n'existe pas en la forme. J'ai dit, monsieur, qu'il n'existe pas en la forme, c'est votre problème, il existe bien. Moi, c'est des fonds. Donc, il a refusé, il a appelé la sécurité pour nous sortir de la banque. Mais ce qui prouve bien que ce dossier est particulièrement gênant. Or, je reviens sur BNP Paribas, parce que BNP Paribas, les fonds ont transité de BNP Los Angeles, BNP Luxembourg, et après a été réparti sur tous les comptes.
Ça, c'est le travail qu'avait fait M. Levavasseur, ancien de la DST, et on sait très bien qu'en France, la DST, la DSE, on a vu l'affaire Clearstream, sont capables de remonter le circuit de l'argent. D'accord? Donc la BNP Paribas, comme par hasard, à la surprise de Général, qui c'est qui gère les fonds du programme Pétrole Nourriture? C'est BNP New York. Comme par hasard. Tout le monde a été surpris au niveau international que ce soit la BNP qui soit désignée. C'était vraiment plus facile après de faire la petite salade interne. BNP Paribas a été autorisé au mois de mai 2005 à ouvrir une agence Kuwait City. BNP Paribas est rentré en tant que partenaire au groupe Carlyle Group. Comme tout le monde le sait, c'est je dirais, la société de la CIA. D'accord? Et c'est le groupe Carlyle qui est allé négocier la dette de l'Irak pour un montant de 53 milliards de dollars, en prenant une commission de 2 milliards de dollars. En reversant donc 1 milliard de dollars à BNP, qui était co-associée avec elle dans ce programme. Nous retrouvons toute l'équipe des néoconservateurs, de l'équipe Bush, Madeleine Albright, Dick Cheney, non pas c'est des milliers. Ce qui est surprenant aussi, c'est que le directeur de BNP suisse, Paribas, c'est un monsieur qui s'appelle Chaudron de Courcelles. Et M. Chaudron de Courcelles, c'est un membre de la famille de Madame Chaudron de Courcelles, dite Bernadette Chirac, la femme de notre président. Donc Chirac est contre la guerre, Chirac est contre officiellement la négociation de la dette, mais de l'autre côté, on s'aperçoit en coulisses, les gens se répartissent le gâteau. On se fout vraiment du monde et du peuple. Mais ce qui est grave, c'est qu'en fait, c'est le peuple irakien qui paye toutes les magouilles, cette option. Les enfants. C'est-à-dire que les membres de famille de Mme Chirac sont en train de ramasser de l'argent sur le dos du peuple irakien? Absolument. Dans le cadre de la renégociation de la dette pétrole contre nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont en train de piller l'argent de pétrole contre nourriture. L'argent qui doit servir à nourrir le peuple irakien, le fonds irakien sert à nourrir des... Il y a 2 milliards, j'ai l'article, je vais le retrouver, 2 milliards de commission au groupe Carlyle. Voilà. Tout à fait. Et depuis quand ça dure? Depuis le début? Non, l'orchal de la dette irakienne, c'est en 2005, donc c'est tout à fait récent. Dans pétrole contre nourriture, les 15 milliards qu'on demande, qu'on accorde, c'est que les Côtiens ont payé le contrat de Joseph Faye, normalement. Ils l'ont payé, mais ils ont récupéré l'argent. Et ils demandent aux Irakiens, dans le cadre du programme pétrole contre nourriture, en dommage de dire qu'en couche bancaire avec sanctions, 15 milliards. Comme au FIPER, ils ont la partie libre. Et bien évidemment, avec la complicité de la France. Pourquoi la France? Parce qu'à l'époque des faits, il faut quand même savoir que nous recevons les visas pour partir au Koweït. M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'Industrie, à des faits, qui avait pillé en sa qualité de ministre de l'Industrie le projet de Joseph Faye à Yagi, qui est sous le secret normalement pendant 12 mois. Joseph Faye a déposé ses brevets au mois d'avril 91 et le 2 mai 91 pour le dernier. Donc il était normalement au secret jusqu'au mois d'avril 92. Le dernier a été éteint le 6 novembre 91. Et pour les termes, on en a rallumé un pour que l'émir éteigne le puits. Il était gravement malade, donc ça veut dire qu'il a tourné sur un bouton. Ça veut dire que pour éteindre le puits, il y avait bien la câble déraillée avec l'azote liquide à la base, et en l'espace de 30 secondes, le puits était éteint. Les journalistes n'ont pas, ont été vraiment très silencieux concernant, je dirais, la rapidité et l'extinction des puits de pétrole, qui était une mascarade. Parce que quand j'étais au Koweït, pour revenir un peu, si vous voulez, les jours où les vents étaient sortants, si elle était bleue, il n'y avait pas aucun problème. Les jours où les vents étaient rentrants sur la ville de Kuwait City, effectivement, il y avait la chape qu'on voyait. J'ai fait des photos, j'ai fait des films, donc je peux confirmer cette espèce d'odeur de fuite. Parce que les vents étaient rentrants et que les puits qui brûlaient autour de Kuwait City, c'était impressionnant. Mais si on regarde la manière dont les puits ont été explosés, et surtout si on a vu le film Jared de Sam Mendes qui vient de sortir en janvier 2006, donc très d'actualité, et bien on voit que le marine américain qui est parti pour faire la guerre, parce qu'il s'est embauché dans les marines pour faire la guerre, mais quand il est arrivé au Koweït, malheureusement, été 90, Anthony Stewart, ses petits-fils de militaires, vient juste de fêter son 20e anniversaire lorsqu'il est envoyé dans le désert saoudien. La guerre du Golfe vient d'éclater, son bataillon de marine est parmi les premiers à se déployer dans cette aride et immense étendue de sable. Donc ça c'est son livre, et il y a eu le film. Commence alors la longue et dérisoire attente d'un ennemi fantôme. Donc, c'est un soldat américain. On s'aperçoit que pendant au moment où ils sont au Koweït, il n'y a plus un Irakien, un soldat irakien, donc il n'y a plus aucune résistance. Donc ils s'ennuient. La seule attaque, c'est les alliés qui les bombardent, qui se sont trompés de cible. Et on en déduit que les puits de pétrole, ça peut pas être une armée fantôme qui a pu les faire sauter en l'espace de 15 jours. Et dans le film, on en déduit que c'est l'aviation
avec les bombes guidées au laser, c'est-à-dire les frappes dites chirurgicales, là c'est vraiment la chirurgie, qui ont frappé chaque nuit. Et ça c'est le film Jarret, c'est pas Christian Bazano qui le dit, c'est le film, et j'étais sur place, donc on peut vraiment, ça peut pas être une armée fantôme, on laisse, qui ait pu faire exploser les puits de pétrole. D'autant plus que le président George Bush, dans son livre « Chaque an à la Maison-Blanche pour changer le monde », si tu veux que je le lise. D'abord, 4 ans à la Maison-Blanche pour changer le monde, il dit que le 15 février, il y a Primakov, le ministre des Affaires étrangères, donc le Gorbatchev, est en discussion avec Saddam Hussein pour négocier le retrait. Et puis il est content de son travail parce qu'il va obtenir. Et Bush, qui est avec son chef de cabinet, il dit mais c'est pas possible. Et il dit ben, écoute, regarde, pendant que ton ministre des Affaires étrangères est en train de discuter avec Saddam Hussein, il est en train de mettre à feu et à sang le Koweït, regarde par satellite, il est en train de faire sauter tous les puits de pétrole. Donc les premiers puits de pétrole ont été explosés au moment où Primakov, et ça s'appelle vérifié, était avec Saddam Hussein pour négocier le retrait. Et Bush a dit que ça aurait été la pire des qui disent oui au retrait. Donc il voulait vraiment faire l'invasion qui allait le jour, donc il n'y avait aucune résistance. Par contre, ce qu'ils ont fait, que j'ai filmé, donc je vous ai remis, c'est peut-être pas de grande qualité, mais j'avais cette intention de filmer parce qu'il y avait des Américains, quand on nous a promenés sur l'autoroute de Koweït à Bassora, dit au bout de la mort. Et là, c'est une désolation, parce qu'il n'y avait que des cadavres de véhicules civils, des cars et des camions, qui ne contenaient que des civils, notamment les Palestiniens. Il y avait beaucoup de Palestiniens qui travaillaient au Koweït et qui ont très longtemps là. Et ils ont été bombardés à l'uranium appauvri, au gaz, je ne sais pas quoi. Et j'ai vu surtout un tank, c'est beau. Il n'y avait aucun engin militaire. Si ça s'appelle pas un crime contre l'humanité, alors. Et c'est Bush qui devrait être à la place de Saddam Hussein au procès. Parce que ça, c'est inadmissible. Plus l'utilisation des uranium appauvri, UA 238. Alors là, ils ont fait fort parce que c'est dire que l'Allemagne nazie, parce que l'Allemagne nazie avait utilisé des gaz, effectivement, mais les nazis qui ont utilisé un gaz efficace, qui n'avaient pas l'effet tueur à long terme. Par contre, le gaz d'oxyde d'uranium qui flotte dans l'air, qui est invisible, inodore et sans saveur, utilisé par l'administration sioniste et les de Bush, a tué des centaines de milliers de civils, tué des Irakiens qui ne sont pas encore nés. C'est pour ça qu'il y a plus de 205 000 vétérans de la guerre du Golfe qui sont contaminés sur le syndrome de la guerre du Golfe. Ils ont interdiction, menace de mort s'ils déposent des plaintes. Il faut le savoir quand même. Il y a un blague complet, mais il n'y a pas de soldats qui sont atteints du syndrome de la guerre du Golfe. Ils tombent comme une mouche parce que c'est de la coalition. Et leurs futurs enfants ont grâce à la formation génitale et au cancer induit par l'irradiation. Et d'ailleurs, il y a le prêtre Benjamin Benjamin qui a fait deux très beaux reportages en Irak, notamment sur avec des photos horribles sur une information à l'union appauvrie, qui met des millions d'années. Alors si ça, ce ne sont pas des arts d'exclusion massive, il faut les constituer. Donc tu penses sincèrement que ce ne sont pas les Irakiens qui ont allumé les puits de pétrole? Ça me semble difficile que ce soit les Irakiens qui puissent incendier 700 puits de pétrole, le nom qui était mentionné dans la presse, en l'espace d'une semaine. Parce que quand on lit la presse de l'époque, parce que j'ai fait une encyclopédie sur le Golfe, ça fait 15 ans que je travaille sur le dossier, il y a bien un très bel article qui a été réalisé par Jonas Fond, et le premier puits qui a explosé, c'est le 15 février. Et sans parler des médias, par les amis, tout ça, Primakov était en négociation avec le retrait de Saddam Hussein. Et les Américains, pour convaincre les alliés, notamment Mitterrand et tout ça, il a fait sauter les premiers puits. Et alors après, donc en fait, ce seraient les Américains, donc en tout cas Bush, qui pourraient ordonner l'allumage des feux pour saboter les négociations de absolument. entre les Russes et les Irakiens. Je vous lis le passage parce que de son livre, je l'ai dans mon dossier. Si vous voulez, je vous lis, il y a des petits problèmes. Alors, ce que je dis, en fait, je ne l'invente pas, c'est le livre de M. George Bush qui a écrit 4 ans à Maison Blanche pour changer le monde. Donc, extrait de son livre, parce que c'est au jour le jour de la guerre du Golfe. Le 18 février 1991, l'Union soviétique propose son plan de paix. Back de répondre rapidement. Ben Stokov, conseiller de George Bush à la sécurité nationale, déclare: bien entendu, on ne pouvait exclure que Saddam réponde c'est d'accord. Et il est certain que tout but de sa part aurait été catastrophique. J'admets volontiers que nous avons frisé le désastre, même si c'était encore le meilleur des choix possibles. Donc on voit bien que le 18 février, il y a vraiment une volonté d'envahir le Koweït. Et ça, c'est M. Brent Kirchhoff qui le dit. Le 22 février 1991, pendant que George Bush discute avec Mitterrand de la teneur de la déclaration, Gates tend un rapport qui signale que les Irakiens commencent à faire sauter toutes les raffineries de pétrole koweïtiennes.
le 22 février 91. La guerre du Golfe s'est terminée le 28 février 91. En 2 jours, croyez que les Irakiens, en déroute, qui étaient affamés, auraient pu faire sauter 700 puits de pétrole. Par contre, avec des avions et les armes à guidage laser, vont faire une antenne en l'espace d'une journée, sans problème. Effectivement, ce serait la fameuse guerre chirurgicale dont on nous a parlé. Voilà, chirurgicale sur les puits de pétrole, mais par contre catastrophique sur la population civile. D'accord. Alors je continue quand même, c'est important. Je comprends vraiment pas comment ce gars peut continuer à parler de paix par l'intermédiaire des soviétiques, tout en se livrant, ça c'est Bush qui discute par notre président, en se livrant à de tels actes, dis-je à François. Je ne fais pas confiance pour un jour, déclare ce dernier, François Mitterrand. Soyez rassurés, la France et votre pays continuent à marcher dans la même direction. D'accord. On comprend mieux pourquoi Jean-Pierre Chevènement a démissionné. Et Gorbatchev qui réagit violemment. Qu'est-ce qui est prioritaire? Sommes-nous à la recherche d'une solution politique ou s'agit-il uniquement de poursuivre des opérations militaires qui se termineront par une guerre terrestre? Donc Gorbatchev est totalement contre. Il a été pris, je dirais, malheureusement, et pour les convaincre, et puis de pétrole en feu, et vous en mettez 50 autour de Titi, effectivement, vu par les satellites, c'est impressionnant. Effectivement. Et il n'y avait pas plus de marée noire au Koweït, parce que j'y étais, et les photos qu'on a montrées, ce sont les photos de Kokabis avec des cormorans au Koweït. Voilà, et Bush répond, Saddam essaie simplement de sauver la face pour se défaire, pour se refaire une santé. Il profite de la calamité actuelle pour détruire le Koweït. Demandez donc aux services de renseignement de vous montrer les photos des dommages que les Irakiens font subir aux installations pétrolières koweïtiennes. Voilà. C'est la désinformation totale, comme ça a été fait pour la guerre d'Irak de 2003, où M. Bush a trahi les rapports même de service de la CIA. Et il a même violé toutes les lois internationales. Toutes. Voilà. Et pourquoi fait-il ça? Alors, je vais peut-être, vous le savez sûrement, mais en fait, ces gens-là, ce ne sont que des pantins qui sont manipulés par une bande de néo-fascistes, nazis, sionistes, un petit groupuscule qui agit dans tous les pays. D'ailleurs, la devise des services secrets israéliens, et avec le terrorisme, nous conduisons des guerres. Que cela vous plaise ou non, la Troisième Guerre mondiale est malheureusement programmée depuis longtemps. Voilà la gravité de la situation. Et j'ai peur de parler, parce que, en mon âme et conscience, si on ne fait pas ce qu'on est en train de faire, ce que tous les gens sont en train de faire actuellement et de travailler, j'espère que des gens des services secrets sortent de leur but bocal pour comprendre qu'ils arrêtent avant d'aller à une catastrophe. Parce qu'avant de partir, ils vont faire les catastrophes. Ils vont appuyer, je pense qu'il faut nous arriver à tout prix, parce que ce sont de vrais tueurs. Et on ne va pas détruire la planète pour une bande d'abrutis qui ne sont, je dirais, dont le motif est que le pétrole, l'argent. Le pouvoir, l'argent. Le pouvoir, l'argent. Mais on va gagner. Pourquoi? Parce que sur chaque billet, sur chaque dollar, qu'est-ce qu'on voit? In God we trust. En Dieu nous croyons. Les God. Pour eux, c'est gold, oil, drogue. C'est-à-dire l'or, le pétrole et la drogue. Et leur prophète s'appelle Rothschild. Donc, et leur dollar, ce que c'est leur Dieu. C'est ça leur Dieu. C'est ça leur Dieu. Voilà. Le Dieu. Alors, il ne faut pas dire de tout du pape américain, c'est faux. C'est des faux cons qui les dirigent. Voilà leur Dieu. Alors que le Dieu, Dieu est grand. Al-Akbar et on ne partira pas en fumée. Voilà les Américains aujourd'hui. Voilà. Tu viens de voler un billet d'1$. C'est pas, ça va ruiner les États-Unis. Ce n'est pas une question de ruine. Ce geste est un geste, je dirais, symbolique. Parce que, voilà leur. En quoi le prière, c'est gold, oil, drogue. Il n'y a qu'à voir quand tous les gens sont affiliés à l'équipe Bush et leur assez, et en y compris. Il faudra rappeler quand même que George Bush a fait fortune avec la société Zapata de pétrole. Et où ça? Avec l'accord de Fort et Puy au Koweït. Donc, je voudrais juste terminer pour reprendre donc le terrorisme, le terrorisme pour conduire à la guerre. Il faut savoir que le 11 septembre 1990, donc, Bush perd déclare la mise en place d'une nouvelle mondiale. Le 11 septembre 1991, 11 ans plus tard, Bush tient un discours militaire sur la guerre et la guerre préventive. Alors, d'après vous, à qui profite des attentats du 11 septembre 2001, il dit que cela plaise ou non, comme je dis, la Troisième Guerre mondiale est malheureusement programmée depuis longtemps. Vous pouvez alors mieux comprendre qui sont les véritables commanditaires des attentats de Paris en 1995, de Londres et de Madrid. Et peut-être les futurs dans les semaines ou mois à venir qui frappent l'Europe. Notamment l'Allemagne. Notamment les pays qui étaient contre la guerre en Irak. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que notre président a osé déclarer en public qu'il n'hésiterait avec l'arme atomique si des attentats terroristes se faisaient en France.
excusez-moi, si on ne prépare pas le terrain, quelqu'un a dit on peut tirer un par hasard et que. Hein. Donc, une déclaration comme ça, faite par un président de la République, c'est quand même grave. C'est encore preuve que le type qui est en train de s'ajouter avec Nicolas Sarkozy, hein, si on enlève du pouvoir, vous imaginez de pouvoir un petit comme ça qui peut appuyer sur le bouton, qui n'hésitera pas à appuyer parce qu'il est tenu par un manquant. Non, il faut réagir et je demande un appel solennel mondial, mais à tous les gens qui peuvent prendre des décisions internes, qui refusent d'exécuter les ordres totalement. Ils ont la catastrophe eux-mêmes. Christian, quel message vous voudriez donner au Papyrin qui entend ce que je viens de dire? Ben, le message au peuple irakien, c'est que déjà je les honore et je les félicite par la distance qu'ils mènent et les conditions difficiles qu'ils ont eues avec ces guerres, de s'opposer comme ça aux Américains, que ils vont l'article, aucun doute. Parce que Dieu est grand, Allah Akbar, et que vous avez vu le Dieu des Américains où la fille est là. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ils vont gagner. Et comme je l'ai dit, je ne bats pas pour les milliards, parce que les milliards, j'en ai rien à faire. Je l'ai écrit dans mon livre, qui sera en ligne, que vous pourrez télécharger gratuitement. Et je disais sur la 4e de couverture, ils ont décidé de jouer à la guerre. Alors, les enfants souffrent et meurent chaque jour. Ce n'est pas normal. Alors donnons-leur, en amour, tous les moyens possibles pour au moins arrêter leur souffrance. Donc ces milliards-là ont été récupérés avec les intérêts de retardement, il y aura une fondation qui sera créée et on va reconstruire et aider les familles là qui sont en train de vivre un véritable calvaire. Pour la couverture? Bien sûr. Donc ce livre devait être présenté dans l'émission de Julien Courbet le 12 mai 2000. Donc j'étais content parce qu'au moins après tout le monde prenait un parler, ainsi que ce férié, on démontrait que les affaires existaient bien. Et bien, comme hasard, cette émission n'a pas été diffusée. Elle a été prise la veille. Et Maître Gilles Collard, l'avocat Joseph Ferrier, qui était présent sur le plateau, avait très justement déclaré que ce serait la plus grosse escroquerie du siècle sur fond politique et de guerre du Golfe, la plus grande escroquerie du siècle, escroquerie royale, enjeu colossal. On ne joue plus avec Ergo, on joue avec des vrais tueurs, des hommes prêts à tout, sous prétexte que l'État a des intérêts qui sont reliés par d'autres États. Julien Courbet, le présentateur, a quant à lui annoncé que cette affaire pourrait remonter très 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 haut. Mais c'est courageusement que Maître Gilles Collard a très vite abandonné le combat. Enfin, une position qui a fait annuler cette émission. Alors la réponse, si je vous la donne, vous ne pouvez pas me croire, bien évidemment. Donc la réponse est donnée officiellement en février 2002, dans le livre de la journaliste d'investigation Sophie Coignard, le rapport Omerta 2, qui interroge donc le journaliste Bernard Nicolas, qui avait mené toute l'enquête du reportage qui durait quand même 20 minutes. Vous avez déjà été victime de censure dans l'exercice de votre métier, la page 261. Plusieurs fois, dès lors qu'il était question de personnages politiques de premier plan, les ennuis commençaient à... Une fois, j'avais fait un reportage sur une histoire politique officielle pompier. Il devait passer dans l'émission de Julien Courbet. Dans la journée, l'autopublicité annonce le thème de mon enquête. C'est vrai, on a vu l'autopublicité, et dans tous les journaux de télévision, c'était programmé. La direction de TF1 s'inquiète. Cette affaire peut être gênante pour Dominique Strauss-Kahn. J'étais interloqué. Rien n'indiquait dans mon enquête que DSK fût mêlé en quoi que ce soit à cette affaire. Soit on se trouve en lieu, soit on en savait plus long que moi. Les téléspectateurs qui ont vu les bandes annonces n'ont jamais vu la suite. Par contre, vous pouvez voir en annexe de ce film l'intégralité de l'émission sur le site www.bazanews.com avec le lien googlesuisse.com ferraillé-vidéo. Et ça sera je suppose. Et vous comprendrez qu'en France, nous ne sommes pas dans un pays démocratique, dans une véritable dictature. Alors, vous comprenez pourquoi M. DSK a annulé ce reportage, parce qu'il était ministre de l'Industrie en 91, donc à l'époque des faits. Il avait écrit le 26 juillet 91 la lettre au ministre du Pétrole, en disant, Monsieur le ministre, j'ai été informé de l'intention de la Koweït Petroleum Company de conclure un contrat avec le consortium français comme Orwell en vue d'éteindre des lieux en feu sur certains champs pétroliers de votre pays. Le gouvernement français est sensible à cette intention. Il doit confirmer toute la confiance qu'il a dans les capacités de ce consortium, mène à bien une belle mission. En termes les négociations en cours pourront aboutir aussi vite que possible. Et vous en remerciant par avance pour votre aide, je vous prie de voir, Monsieur le ministre, la question de mes sentiments les meilleurs. Or, cette lettre a été envoyée le 26 juillet 91. Nous sommes partis le 20 juillet 91 au Koweït. En fait, on a rencontré l'ambassadeur de France, M. Jean Bresson, à sa résidence à Sommet. Il nous a accueillis comme des chiens dans le jockey, comme étaient des brigands. C'était inadmissible. On a envoyé un fax à l'éducation comme ministre à l'époque, des articles qui étaient tout à fait inadmissibles. Mais par contre, j'ai su 7 ans plus tard, par un ami qui était proche des services iraniens, que notre retour du Koweït n'était pas programmé. Et c'est pour ça qu'il fait 15 jours, en fait, parce qu'on était parti contre 3 jours. C'était un jour on les tue, un jour on les tue pas, un jour on les tue, un jour on les tue. Et c'est que
en espérant qu'il ne soit pas mort, qui a refusé d'exécuter l'ordre de Mussolini en disant on ne va pas tuer des personnes qu'on va utiliser non ultérieurement dans un contrat. De toute façon, ils ne le sauront jamais. Le contrat, c'est le contrat qui a été estampillé par l'ambassade de France à Koweït City le 4 novembre 1991. Elle est la signature du ministre des Affaires étrangères koweïtien, Majid Al-Samam. Or, Majid Al-Samam, 4 jours après mon déplacement à l'UPS de Genève, c'est-à-dire le 4 février 2005, et a été retrouvé mort au combat, entre guillemets. Donc nous sommes à mort dans ceci. Celui qui a signé le contrat de paix de le président, s'est rendu à la prison de Nice, après avoir versé. Monsieur Mesquier a signé la convention de cession religieuse sur votre expose le 15 mai 2001, quel enregistrement ils se sont menacés. Et monsieur Daniel Levasseur s'est reconduit à 15 du sol le février 2003. Aucune enquête, bien évidemment, n'a été mandatée. Par le monsieur Éric Montgolfier, qui fait le beau dans la presse. Moi, j'aime pas. Je ne sais pas ce qu'il a meute, enfin j'aime la foule, mais il n'a rien fait. On fait des ordres du capital uniquement, et il essaie, comme un lâche, essayer de me faire mettre en prison dans les lâches en utilisant la petite barbe de grippage et les petits trappes. Mais je n'ai aucun souci, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui regarde et il n'y aura aucun souci. Donc, Christian, pour conclure. Et bien pour conclure, je dis que c'est 15 ans, vous avez quand même un bon bout de chemin, je pense qu'on arrive au bout. Et surtout, indépendamment de l'extinction des puits de pétrole en feu, il faut faire vraiment quelque chose, une catastrophe irréparable n'arrive. Parce qu'on est vraiment, je pense, dans l'intime conviction, proche d'une grande catastrophe dont les malades qui nous gouvernent nous mettent le droit, en faisant monter la haine entre les gens, alors que les gens, on est tous tu vois pas, et on fait cette haine volontairement, et on canalise les gens. Le CPE, l'équipe de Sud, ce que j'appelle le CPE, c'est le contrat pour l'esclavage, et les jeunes ont raison de se battre. Le CPE, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est la loi qui a été votée voilà, la loi qui a été votée en France. En France. Hein, et ça a déclenché des manifestations. Oui, mais les jeunes ont raison de se battre. Après, les manipulations, ils ont raison de se battre. Quand on a ce contrat, c'est un contrat pour l'esclavage. Hein, c'est un nouveau, c'est le contrat nouvel esclavage que j'avais, où on va jeter les gens. Quand on regarde que les entreprises françaises ont fait 84 milliards de bêtises. Donc la finalité de l'histoire, c'est les Koweïtiens qui ont, je dirais, volé cet argent par 2 fois au peuple irakien, et bien ils vont le rendre avec les dommages et intérêts et l'intérêt. Les Koweïtiens vont rendre l'argent. Il faut qu'on les oblige à rendre l'argent. Ils ont déjà payé à Strauss-Kahn. Ils n'ont pas payé. Strauss-Kahn, on a des niveaux. Strauss-Kahn a pris des rétrocommissions, il n'a pas pris des milliards de dollars, Strauss-Kahn. Il a pris des petites rétrocommissions, parce qu'il a acheté ces tableaux à Genève notamment, qui était au portant de Genève. Les douaniers sont interrogés pour comment il était allé chercher. À Genève, donc le Strauss-Kahn, question et tout ça, c'est toutes ces rétrocommissions qu'ils ont prises pour avoir brisé. Mais les milliards de dollars, ça se traite à un autre niveau. Les États. D'ailleurs, il y a un jour. Et qui a bénéficié de cet argent? Qui a bénéficié de cet argent? Eh bien, cet argent, c'est vrai que l'argent, ça ne vaut rien, c'est virtuel. Mais les banques pourraient mettre du papier. Et je pense donc notamment aux Américains pour mettre les bons du trésor, c'est-à-dire avec un papier comme ça, vous avez un bon du trésor de 500 millions de dollars, il faut que sur un compte bancaire, il y ait les 100 millions de dollars. Cet argent après est vendu au niveau des banques intérieurement et 200 millions de dollars, on fait 3 milliards. Donc cet argent a bien travaillé. Les Américains, avec ça, qu'ils ont financé des armes pour faire la guerre du Golfe numéro 2. Les Koweïtiens, eux, ont laissé faire et ils ont essayé de jouer les Américains avec cet argent. Et après, à Genève, ils ont récupéré les 15,9 millions, ils ont les récupérés, plus dans le cadre du programme pétrole en nourriture. Il en manque des 8,5 milliards. Mais il y a aussi c'est vrai qu'il y a aussi les Koweïtiens qui doivent rembourser les frais engagés par les pays de la coalition, qui ont engagé beaucoup de moyens pour en tout cas faire sortir l'armée irakienne du Koweït. Oui. Ce sont les Koweïtiens, c'est le Koweït qui doit rembourser tout ça. Oui, c'est le Koweït qui doit rembourser. Non, c'est le Koweït. Oui, si le Koweït rembourse, mais le Koweït se fait rembourser, c'est le peuple irakien qui paye, c'est pas le Koweït. Le Koweït se fait rembourser par l'Irak. Les Koweïtiens donnent la note à l'ONU. Et en 1993, ça fait 2 ans que les puits sont éteints, ils connaissent le coût de 900 millions de dollars qui a été accepté, avec les détails bien précis, il y a un rapport commissaire à l'ONU. En 2000, ils réclament 22 milliards de dollars. C'est surprenant. Et la France, bien évidemment. Et qui gère ces BNP Paribas? C'est public ce que je dis, hein, donc on peut vraiment le vérifier. Et tous les pays, je dirais, qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU, ont trouvé bizarre qu'on ait choisi la BNP New York pour gérer le fonds pétrole contre nourriture. Alors on nous amuse avec le juge Courroy qui enquête sur les entreprises qui auraient facturé, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux. À côté de ça, on n'enquête pas sur les milliards qu'ils ont tournés.
Alors on va dire que Renault, Peugeot, je ne sais pas quelle entreprise, a surfacturé, que le diplomate, je ne sais pas quoi, il s'en est mis un peu dans les poches et tout. Enfin bon. Mais ce n'est que le petit sommet de l'iceberg. Les milliards de dollars en dessous sont traités différemment. Et pendant qu'on amuse le peuple avec le jus courroie, de toute façon il va y avoir une production, je suppose, à partir ça va être cassé. Voilà. Et par contre, Bazano, lui, il porte plainte, on n'inscrit pas ses plaintes, et par contre on le met en prison tout de suite.